Le Club Action, c'est avec Eddy Mizrahi, le président d'Apax Partners, avec qui nous allons tenter de comprendre pourquoi le private equity commence à s'ouvrir au grand public et aux épargnants. Une démarche portée actuellement, Eddy Mizrahi, par Apax Partners. Bonjour, tout d'abord, bienvenue sur ce plateau. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Apax Partners a lancé récemment un fonds qui est dédié directement en fait, aux épargnants via l'assurance vie, Apax Private Equity Opportunities. C'est un choix qui est un peu radical. Finalement, quand on fait du private equity, on ne s'adresse généralement pas à l'épargnant qui cherche une solution de placement ou d'investissement, mais on s'adresse plutôt à des grandes fortunes ou à des institutionnels. Pourquoi ce changement de stratégie, du coup, cette année ? Alors, je n'appellerais pas ça un changement de stratégie, c'est plutôt une évolution de l'opportunité d'aller s'adresser à cette nouvelle clientèle qui est née de la loi Pacte, de la loi Macron avant et puis de la loi Pacte ensuite, qui permet justement aux détenteurs de contrats d'assurance vie d'investir en private equity, ce qui n'était pas possible auparavant puisque, comme vous venez de le dire, c'était plutôt réservé aux institutionnels et aux personnes très fortunées. Ça veut dire que du coup on va chercher, parce que c'est un des gros sujets actuels pour le coup, la relance économique et du coup l'épargne accumulée par les Français qu'on doit trouver où on doit trouver différents moyens de la réinjecter dans l'économie réelle. On connaît les marchés actions, on connaît d'autres façons d'investir et du coup le private equity s'invite également dans la relance via l'épargne des Français du coup. Tout à fait. Alors, il a toujours été investi dans l'économie réelle, bien sûr, par définition. C'est le moyen le plus direct presque. Absolument, on investit dans des PME, des ETI, françaises ou européennes d'ailleurs. Et clairement, c'est une manière d'aider à la relance de l'économie suite à la pandémie du Covid. Mais c'est plus que ça. Je crois qu'il ne faut pas le limiter à ça. C'est aussi une manière, je dirais, d'investir dans la classe d'actifs qui, sur le long terme, est la plus performante du marché. Les rendements sont plus élevés, la volatilité est plus faible. Par contre, il faut détenir ce produit pendant très longtemps. C'est ça la limitation, je veux dire. Et ce placement, donc Apax Private Equity Opportunities, on y a accès à travers l'assurance vie. C'est ça. Donc ça, on a compris, parce que c'est vrai que fiscalement, c'est intéressant. Donc ça, on comprend bien. Mais les institutionnels, finalement, parce que donc là, on s'ouvre à un public plus large, il ne suffisait plus pour absorber la demande. C'est quoi vraiment le but Non, je réel? crois que c'est simplement une vue à très long terme que nous avons eue chez Apax. Si je fais simple, vous avez, j'arrondis un peu les chiffres, il y a 1800 milliards d'euros dans l'assurance vie. Vous avez 20-25% en unités de compte, c'est en train de monter, mais on est autour de 350-400 milliards. On peut imaginer que dans les 10 ans qui viennent, le private equity prendra 10% de ce qui deviendra sans doute une part je dirais, en UC plus importante. On peut imaginer qu'une centaine de milliards d'euros va venir s'investir dans le private equity. Or, le private equity français lève 20 milliards par an. Donc vous imaginez, rajouter 100 milliards sur 10 ans, c'est énorme. Donc ce n'est pas que les institutionnels ne sont pas suffisants, c'est simplement un nouveau marché qui s'ouvre et sur lequel nous espérons pouvoir prendre une place importante. Et comment on les convainc, les épargnants individuels, via leur contrat en assurance vie ? Parce que vous l'avez dit, effectivement, du coup, il y a une part en UC qui progresse, mais du coup, la tradition est quand même d'aller sur des fonds en euros. Donc déjà, le passage du fonds en euros en unité de compte peut s'avérer long et un peu compliqué. Et là, on leur dit, vous allez faire du private equity. Déjà, on n'est pas forcément sûr que tout le monde sache exactement ce que c'est. Et même quand on sait ce que c'est, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment pour moi ? Est-ce que juridiquement, légalement, est-ce que je connais ce mécanisme ? Alors, d'abord, premier point, nous ne parlons pas aux épargnants. Bien sûr. Par définition, c'est l'assureur qui est responsable de la commercialisation du produit. Nous, le produit que nous avons lancé, c'est un FCPR agréé par l'AMF, donc il répond à un certain nombre de contraintes juridiques, de liquidité, de règlements, qui font qu'il est, entre guillemets, acceptable en termes de commercialisation au grand public. Ensuite, c'est l'assureur qui prend en charge la commercialisation et qui fait la sélection de clientèle en fonction de leur patrimoine, en fonction de leur appétit au risque, et qui propose le produit à ses clients. Donc,
ça se passe plutôt bien, je dirais, puisque en quelques mois, on a quasiment fait l'objectif annuel qu'on s'était fixé avec les premiers assureurs avec lesquels nous travaillons. Donc il y a une appétence finalement sur ce type de nouveaux investissements via l'assurance vie. Ouais, je pense qu'il y a une forte appétence parce que, comme vous le savez, sur les autres classes d'actifs, en tout cas les fonds euros, les rendements sont quasi nuls, enfin presque. J'écoutais tout à l'heure le livret A. Bon, voilà. On n'en parle même plus là. C'est pas pareil. Ouais. Le private equity, il rapporte pour les institutionnels, dans des fonds fermés, il rapporte entre 15 et 20% annuels. Dans un fonds destiné aux épargnants, la performance sera plus faible compte tenu du poids du cash, tout simplement. Puisque avec les institutionnels, on appelle l'argent au fur et à mesure, mais on vise des rendements compris entre 8 et 12%. Dans l'univers actuel, des rendements de 8 à 12%, je dirais, en investissant dans l'économie réelle, dans les plus belles PME et ETI françaises et européennes, si vous avez le temps, c'est recommandé, je dirais, en termes de diversification dans votre patrimoine. Il ne s'agit pas de mettre tout votre patrimoine en private equity. Il s'agit de mettre 10%, 15% dans ce domaine. Mais il faut avoir le temps, il faut pouvoir attendre. Si vous voulez, on investit dans une entreprise, on la fait grandir, on améliore son fonctionnement, on la développe au niveau international. Justement, est-ce qu'on peut revenir sur votre stratégie d'investissement? Puisque c'est vrai que dans le capital investissement, il y a plusieurs stratégies. Vous êtes très bon sur l'amorçage. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est l'amorçage? C'est bien non, alors quelque chose... Non, pardon, on n'est pas dans l'amorçage. Du tout. Alors on est on est dans ce qu'on appelle le LBO, c'est-à-dire la transmission d'entreprises, qui sont des entreprises matures, qui sont rentables, en forte croissance. Donc notre stratégie d'investissement, elle est assez simple. Elle est d'abord sectorielle. On n'investit que dans 4 grands secteurs de l'économie: la technologie, les biens de grande consommation, la santé et les services B2B essentiellement. Alors si ce n'est pas l'amorçage, je suis désolée. Excusez-moi Nicolas. Alors du coup, vous les accompagnez à quel moment réellement? Est-ce que vous pouvez vraiment bien nous réexpliquer concrètement jusqu'où vous les accompagnez? À quel moment vous les prenez et jusqu'où vous les accompagnez? Alors ce sont des entreprises bien établies, comme je viens de le dire. On les accompagne en moyenne pour 5 ans sur la base d'un plan de développement qui va, je dirais, très souvent transformer un leader français en leader européen, un leader européen en leader mondial, en mettant en œuvre, je dirais, 4 leviers principaux de création de valeur. Le premier, c'est de leur faire des acquisitions pour grandir plus vite et évidemment de bien les intégrer. Le deuxième, c'est de les internationaliser. D'accord. Le troisième, c'est la mise en place systématique de politiques de, je dirais, ESG, comme on dit dans notre jargon, donc de développement durable. On peut passer à côté aujourd'hui, effectivement. Et puis, voilà, je dirais que c'est fondamentalement aider ces entreprises à se professionnaliser encore plus et à grandir plus vite. On investit dans des entreprises en forte croissance. Voilà, c'est ça la stratégie d'investissement. L'objectif pourrait être une introduction en bourse, par exemple, ou... Très rarement. D'accord. Très rarement parce que notre objectif, bien sûr, une fois qu'on a investi, au bout de 5 ans ou 6 ans, c'est de revendre l'entreprise. Et la bourse n'est pas une option de sortie très souvent, parce que quand on détient entre 50 et 100% du capital d'une entreprise, quand vous allez en bourse, en fait, vous en mettez 10, 15, 20% en bourse, mais vous êtes toujours actionnaire. Donc ce n'est pas vraiment une sortie complète. Et la bourse implique des contraintes qui, en général, sont... on préfère sortir, je dirais, d'un coup en vendant soit à un industriel, un concurrent, soit à un autre fonds. Un mot très rapide du contexte du coup d'investissement en private equity en France. C'est vrai qu'on a suivi du coup les marchés actions. On a vu la chute en 2020 et ensuite cette remontée sur l'année 2020 et 2021. Le private equity, du coup, il se porte comment de janvier à août, voire même bientôt septembre 2021 ? Alors, le private equity en général, je ne sais pas. Oui, mais en tout cas, chez Apax, ça se porte plutôt très bien. D'accord. En 2020, nos fonds ont connu une croissance de 20% de valeur des sociétés de notre portefeuille. Je pense qu'on est parti sur, grosso modo, la même chose cette année, sauf évidemment accident des bourses mondiales, puisque bien sûr, on valorise nos entreprises en les comparant à des entreprises qui sont cotées
et sur lesquels on a une valorisation objective. Et vous nous avez donné les secteurs dans lesquels vous étiez investi, tech, santé, commerce. Je nomme ces trois-là en particulier. On a l'impression que vous étiez prêt pour cette année 2020 qu'on a connue finalement. Oui, alors je ne sais pas si c'est de la chance ou le résultat de notre stratégie d'investissement, mais on a eu un portefeuille extrêmement résilient qui a très bien vécu la crise en fait. Oui. Je vous le disais, 20% de croissance de la valeur du portefeuille quand le CAC a fait moins 6 ou moins 7 en 2020. Ça continue en 2021. Je dirais que les grands challenges aujourd'hui, c'est d'un côté, il y a des rumeurs d'inflation qui reviennent. Bien sûr, oui. Personnellement, j'y crois pas beaucoup. Je pense que c'est plutôt temporaire. Et c'est surtout, je dirais, une très forte hausse des prix à l'achat. Mais on est dans un métier où on est quand même un peu schizophrène. Quand c'est très cher, c'est le moment de vendre. Et bien on a un portefeuille à vendre. Quand c'est bon marché, c'est bien pour investir, mais c'est pas bon pour vendre. Donc, on est, nous, constamment acheteurs et vendeurs d'un portefeuille. Aujourd'hui, on a une vingtaine d'entreprises donc de toute taille, PME, ETI, dans notre portefeuille. Merci beaucoup Eddy Mizrahi. Je rappelle que vous êtes le président d'Apax Partners. Merci de nous avoir expliqué du coup comment les épargnants peuvent se mettre eux aussi au private equity via l'assurance vie. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans le Club Expert.